Pour la 100e fois, Eddard se reporta au chapitre qui concernait les Lannister et le feuilleta lentement, dans l'espoir d'y découvrir soudain, contre tout espoir, une dissonance. Les origines des Lannister avaient beau se perdre dans la nuit des temps, ils prétendaient nonobstant descendre d'un franc coquin des âges héroïques, Lann le Futé, non moins mythique assurément que Bran le Bâtisseur, mais beaucoup plus cher aux conteurs et autres rhapsodes. Dans les chansons, Compère Lann expulsait de Castral Rock les castrales authentiques, et ce non par les armes, mais à force de roublardise avant de dérober l'or du soleil pour en fourbir chaque bouclette de sa tignasse. Que n'était-il là maintenant, le bougre, pour expulser la vérité de ce maudit grimoire ? Mais qui c'est que t'es bien toi qui l'a dit le gros matou alors que tu poches pire que le Titanic? Ok, cet accent québécois et cette traduction grotesque des pluies de Castamere sont totalement hors sujet en ce qui nous concerne pour ce tout premier épisode de 2024. Nous allons donc parler d'une des familles les plus populaires de Westeros, à savoir les Lannister. Vous êtes bien dans le son du mur, vous vous trouvez bien à Château-Noir, et quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de lorgner du côté de sa sœur, comme dirait Jaime Lannister. Enfin bon, je m'égare un peu. Vous l'aurez compris, on va causer des têtes blondes du trône de fer, de ces Ariens que Raphaël Enthoven nous envie. Et pour ce faire, j'ai réuni à mes côtés la crème de la garde de nuit, puisque nous avons ni plus ni moins que la présidente Nymphadora, notre Cersei à nous, et celui qui va troquer le blond platine des Targaryennes pour le blond doré des lions de Castral Rock, j'ai nommé Eritan. Salut les copains. Salut. Oh les gens. Alors, j'avais prévu une question piège pour commencer, mais je l'ai oubliée. Alors, rentrer dans le vif du sujet. Nymphadora, qui sont les Lannister? Écoutez, les Lannister, normalement, si vous avez un tout petit peu vu la série ou lu les livres, vous savez qui c'est. C'est une famille complètement inévitable dans l'univers. C'est les lions d'or sur fond écarlate. C'est les blondasses, donc cheveux dorés, yeux verts, qui sont d'ailleurs à la base plus des caractéristiques Andal que des premiers hommes, mais voilà. Ils sont riches, ils sont puissants. Il y a beaucoup de jumeaux dans la famille. Ils ont des noms assez caractéristiques qui commencent souvent par Tywin, Tyrion, Tyland, ou alors Jaime, Jason. Et au tout début de la saga, on les aime pas des masses. Ça, j'aurais tendance à dire, c'est si vous avez commencé par la saga papier, quoi. Sur la saga papier, ouais, même dans la série télé, on est aussi un peu, enfin. Ça, c'est quand même un peu les méchants, quoi. Déjà, il y a Cersei qui est pas super cool. T'as le petit Joffrey que tu détestes cordialement. Même Jaime, quand même, il balance un gosse de la tour, quoi. C'est genre c'est pas des gens sympas. Mais je trouve que Jaime dans la série télévisée fait tout de suite. Mais c'est du fait que tu l'as direct pendant la saison 1 avec des dialogues et tout ça. Tu as plus d'empathie pour lui, par exemple, dès la première saison, que ce que c'est par rapport au bouquin, je trouve. Mais bon, c'est peut-être une impression. Ouais, d'accord. Alors après, moi, pour l'avoir découvert par la série, très franchement, il me faisait tellement penser à Prince Charmant de Shrek que non, c'était pas possible en vrai. C'est forcément un méchant, du coup. Pardon, du coup, on t'a coupé. Enfin, on t'a coupé dans ton élan. Non, mais voilà, c'est QFD, c'est les méchants. Et on les aime un peu pour ça aussi, parce qu'ils sont méchants. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer la composition de la famille dans la série? Peut-être pas. On peut aller quand même citer Tywin, le patriarche, et ses enfants, Cersei, Jaime et Tyrion. Est-ce que Tyrion, c'est vraiment l'enfant de Tywin, hein? Vraiment? Est-ce qu'on n'a pas une théorie là-dessus, à la garde de nuit? On peut en reparler à la toute fin du podcast dans notre section théorie. Eh bien, restez avec nous si vous souhaitez entendre parler de cette théorie-là, si vous n'en avez jamais entendu parler. On peut signaler, par contre, que donc, du coup, c'est une famille qui est hyper télévisuelle, puisque vous savez qu'au moment où Game of Thrones s'est achevé, HBO a longuement cherché un successeur.
Ils ont finalement développé House of the Dragon, qui est actuellement sur nos écrans. Mais avant cela, ils avaient développé un premier pilote qui s'appelait Blood Moon. C'était son titre de travail. C'était le titre de travail d'une série qui devait tourner autour de la longue nuit, dont le pilote a été tourné, sur laquelle HBO a misé beaucoup d'argent, pour après finalement, une fois qu'ils ont vu le pilote, se dire non, c'est pas bien, on annule ce truc. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Blood Moon, ça tournait autour déjà des rivalités Stark et Lannister. Il y avait notamment Naomi Watts qui jouait une Castral Rock, qui est une famille ancienne très liée aux Lannister, on en reparlera. Et donc bref, il y avait des histoires de trahison, de mariage, tout ça, entre les Lannister et les Stark, ce qui montre un peu à quel point HBO et les scénaristes de Game of Thrones et le public de manière générale est très très attaché aux Lannister, qui est une famille qui a quand même une aura assez épique dans la saga. Là, clairement, Game of Thrones ne serait pas Game of Thrones sans les Lannister. Eridan ? Oui, je suis complètement d'accord avec ça et surtout, moi j'avais l'impression au fur et à mesure des saisons que les showrunners avaient énormément d'amour, notamment pour le personnage de Cersei, parce que ils l'ont vraiment beaucoup mis en avant. Ils lui ont donné des réussites qu'elle n'a pas du tout dans les livres, comme par exemple de tenir tête à son père. Ils ont fait d'elle l'espèce d'antagoniste finale, alors que bon, il y avait quand même une menace de fin du monde qui planait à côté. Donc oui, effectivement, c'est une famille qui était aimée par les showrunners, qui a été aimée du public, en effet, et qui derrière a un potentiel assez grand pour avoir une série pour elle. Maintenant, pas au point de valider Blood Moon a priori, parce que les échos qu'on en a eu, les images qu'on a vues, il y a des bonnes choses a priori, et il y en a d'autres qui ont l'air d'être un peu moins bonnes. C'est ça, on ne sait pas exactement pourquoi la série a été annulée. La rumeur dit que notamment l'un des éléments qui a fait basculer le choix de HBO, c'est que il y avait donc un rôle très important des enfants de la forêt qui allaient progressivement devenir les autres. Enfin, on ne sait pas trop, mais vu que ça parlait de la longue nuit, en tout cas, il y avait une hybridation des enfants de la forêt, et les enfants de la forêt étaient plus ou moins les méchants, et il se trouve que les enfants de la forêt étaient aussi black dans la série, dans le casting, et que donc du coup, avoir les méchants qui sont les noirs qu'on déplace de leur terre, qui sont un peu persécutés et qui sont pas super cool en plus, ça n'allait pas très bien auprès des publics tests. Voilà. Ouais, c'est un peu touchy et ça a vite fait d'être maladroit quoi, comme sujet. Surtout dans une société américaine qui sur ces questions-là est quand même, a encore des choses à régler quoi, on va dire. Donc effectivement, c'est très maladroit comme choix de casting, si vraiment c'est avéré. D'autant que le pilote a été tourné à l'époque de tout ce qui se tramait autour de George Floyd aussi. Donc du coup, je pense que c'était un sujet qu'il peut-être il voulait éviter en ce temps-là. Deux, trois petites précisions concernant Blood Moon. Juste, tu précisais que ça avait un gros budget. Le pilote, on sait qu'il avait coûté à peu près 30 millions de dollars. Donc c'est quand même très conséquent. C'est énorme. Et la deuxième petite chose, il y a un truc un peu rigolo quand même, il faut quand même qu'on le mentionne. C'est Jamie Campbell Bower qui devait jouer du coup Lan, donc Lan le futé, si je dis pas de bêtises, qui avait été casté pour ça. Alors vous le connaissez, si vous êtes familier des Harry Potter en film, c'est lui qui faisait Grindelwald jeune dans le dernier Harry Potter. Et si vous regardez Stranger Things, c'est aussi lui qui incarne le personnage de Vecna dans la dernière saison. Et, il n'est pas très reconnaissable. Hein. Bah si, dans les flashbacks, dans les flashbacks, on voit son vrai visage. Donc il a vraiment une tête de blond vrai. parfait pour jouer un Lannister, mais ce qui est rigolo, c'est que Jamie Campbell Bower, il avait
déjà joué dans le pilote de Game of Thrones, qui a été envoyé à la poubelle pour être complètement retourné, et du coup il a sauté de l'épisode 1 alors qu'il devait jouer dans la scène pré-générique avec les gardes de nuit, et là il a joué dans Blood Moon dans le pilote, et il a ressauté. Voilà, c'était pour la Cet univers ne veut pas de lui. C'est ça. Du coup, ce qu'on peut préciser peut-être, c'est que si la maison a des racines très lointaines, en tout cas dans la série, ils se sont quand même concentrés sur le noyau familial de Tywin Lannister, à tel point qu'on a des membres de la famille qui ont un peu sauté, même s'il y a Kevan qui est là un peu en termes de représentation, et Lancel, elle est beaucoup plus large dans la saga. Tout à fait. Les Lannister, ils sont nombreux. Il y a un paquet de cousins-cousines Lannister, et peut-être ou peut-être pas, mais il y a quand même des chances qu'on les revoie dans les tomes futurs, et que les cousins Lannister, la succession Lannister, ait un impact sur les intrigues futures. Oui, et puis qu'elle soit bien plus complexe que juste ça doit finir dans les mains de Tyrion ou quelque chose comme ça, quoi. Comme c'est le cas un peu dans la série. Mais bon, on a un petit peu mis la charrue avant les bœufs, parce qu'on a commencé à parler des Castrales, on a commencé à parler de Lann le Futé, Eridan, qui sont ces personnages, et qu'est-ce que c'est l'histoire de la maison Lannister? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, Castral Rock n'était pas tenu par les Lannister, mais par la famille Castral, justement. Et l'ancêtre des Lannister, le véritable ancêtre, le fondateur de leur lignée, s'appelle Lann le Futé, Lann the Clever. À l'époque des premiers hommes, a priori, ce personnage légendaire, donc de l'âge des héros, va réussir à éjecter les Castrales de Castral Rock, soit en les tuant tous, soit en les dressant les uns contre les autres. Certaines histoires disent aussi que il a probablement engrossé l'une des filles castrales et s'est débarrassé de tous les autres. Bon, bref, il y a tout un tas de légendes autour de la manière dont il s'y est pris pour éjecter la famille d'origine et installer sa propre lignée à la place. Lann le Futé, dans la galerie des héros de Westeros, il est du coup un petit peu particulier, parce que là où la plupart des autres héros de l'âge des héros sont de grands chevaliers honorables et tout ce que l'on veut, Lann, lui, il va surtout obtenir ce qu'il veut par la ruse. Ce qui d'ores et déjà place la famille un petit peu en porte-à-faux avec les autres, puisque ses origines fondatrices sont basées plus sur la tromperie que sur des hauts faits d'armes, des conquêtes, des constructions, comme ça peut être le cas de Bran le Bâtisseur ou d'autres héros fondateurs. Il y a aussi une petite légende que je trouve mignonnette à propos de Lann, à savoir qu'il a volé l'or du soleil pour s'en orner les cheveux, une manière de dire que les Lannister sont blonds. Ou qu'ils sont des voleurs, hein, c'est selon. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Par ailleurs, on sait que Lann, il a été extrêmement prolifique, il a eu énormément de descendants, et c'est de là, a priori, que viendrait le fait qu'il n'ait beaucoup de jumeaux chez les Lannister. C'est une chose qu'on peut constater encore sur les générations récentes, ne serait-ce que Cersei et Jaime, par exemple. Il y a d'autres théories qui peuvent entourer Lann, comme le fait qu'il s'y est pris par la ruse pour vider Castral Rock des Castrales. On se demande au sein du fandom si la manière dont il s'y est pris, ça ne préfigure pas un petit peu la suite de ce qui va arriver chez les Lannister, à savoir que quelqu'un, probablement Tyrion, va réussir, ou Varys, ça dépend des interprétations, va essayer de monter les Lannister les uns contre les autres, et ils vont finir par s'entre-dévorer les uns les autres. Voilà, donc il y a tout un tas de légendes assez intéressantes autour de Lann le Futé. C'est juste un tout petit peu dommage qu'on n'ait pas la suite des livres sur ces questions-là. Voilà. Après, par la suite, les Lannister ne deviennent pas rois immédiatement, ils vont passer un certain temps à être des petits seigneurs dans les terres de l'Ouest. Et a priori, là on est encore à l'âge des premiers hommes, et ils auraient intégré par la suite les Andals, c'est-à-dire des envahisseurs venus de l'Est, de manière pacifique.
D'où leur phénotype Andal plus que premiers hommes. Ce qui est un peu étrange quand même, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi Lan le Futé lui-même serait un Andal. Donc bon, bref, on ne sait pas bien exactement ce qu'il en est des origines de cette famille. Quoi qu'il en soit, elle vient d'un métissage. Pour la suite, bon, ils vont réussir à s'imposer dans les terres de l'Ouest comme les big boss sans trop de difficultés. Martin n'a pas énormément écrit dessus. Il raconte juste de manière assez parcellaire que les Lannister affrontent énormément les Fernés parce que c'est quand même leurs voisins immédiats. Mais surtout, là où Martin va être plus prolifique, c'est sur la suite de l'histoire des Lannister, donc notamment les Lannister à l'époque des Targaryens. Au moment de la conquête de Aegon Targaryen, le roi Lannister, c'est Loren, qu'on surnomme Loren l'Ultime, ou Loren the Last, parce que c'est le dernier. Et ce roi-là, Loren Lannister, va dire « Ah non, 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 moi je me soumets pas aux Targaryens, je vais au contraire m'allier avec mes voisins du Bif. » Donc à l'époque, le Bif c'est tenu par Mern Jardinier. Et ils vont essayer de résister à la poussée Targaryen. Ils vont d'ailleurs réussir à agglomérer la plus grande armée jamais vue à Westeros, sauf que en face, les Targaryens ont 3 dragons, qu'on est en plein été, que les blés sont mûrs et que la bataille du champ de feu est une véritable, je peux même pas dire boucherie là tout de suite, c'est un barbecue finalement, un barbecue de lions et de mains vertes. Et Loren Lannister va réussir à s'enfuir parce que les Lannister sont lâches finalement, contrairement aux jardiniers qui sont tous morts dans le feu. Loren va réussir à survivre, il est capturé très rapidement après et il va se soumettre. Par la suite, alors au 1er siècle, on a pas mal d'informations sur ce que deviennent les Lannister à cette époque-là. Ils vont essayer d'être en concurrence avec les Hightower, les Baratheon, les Velaryon, un peu les Tully aussi au tout début, pour devenir la 2e famille du royaume et tenter de se rapprocher du pouvoir Targaryen. Mais, contrairement aux autres familles que je viens de citer, les Lannister, ils sont encore trop fiers à cette époque-là pour soit obtenir des charges au sein du conseil restreint des rois Targaryens, soit même pour se marier et devenir juste des consorts. Donc ils vont avoir des tentatives de rapprochement avec les Targaryens qui vont être beaucoup plus maladroites que les autres maisons que j'ai citées juste avant. Notamment à l'époque de Maegor Targaryen, ils vont soutenir très très mollement et de très loin un prétendant au trône qui va tenir tête à Maegor. Enfin, tenir tête, pas très longtemps d'ailleurs, hein, il finit très vite par mourir. Par la suite, ils tentent de se marier avec une veuve Targaryen qui a un dragon, donc ils espèrent bien obtenir un dragon en fait, parce que la veuve Targaryen en soi, ils s'en foutent un peu. Ça ne fonctionne pas là non plus. En lançant un, au moment du Grand Conseil, ils vont soutenir Viserys. Et là, cette fois, leur tentative va plutôt bien fonctionner, puisque, comme on le sait, Viserys Ier devient roi face à Rhaenys et les descendants de Rhaenys. Et du coup, les Lannister, à ce moment-là, se rapprochent un petit peu du pouvoir. D'autant que les Velaryon, qui étaient jusque-là maîtres des navires, vont renoncer à leur charge, ce qui va leur ouvrir une porte, mais on va y revenir. Quelques années plus tard, on a les 2 jumeaux Lannister, dont on va reparler prochainement, Jason et Tyland, qui vont courtiser pendant un temps l'héritière du trône, Rhaenyra Targaryen. On a une scène qui vient rappeler cet épisode-là dans la série d'ailleurs, dans l'épisode 3, où on a Jason Lannister qui se comporte en balourd fini avec Rhaenyra, et dans une scène qui moi me fait beaucoup rire d'ailleurs. Et un peu plus tard, dans le règne de Viserys, a priori, son jumeau, donc Tyland, va devenir maître des navires, alors que pourtant, les Lannister n'ont aucune flotte. Donc on se retrouve avec un maître des navires sans flotte particulière, mais avec du pognon et avec a priori quand même des liens avec la cour qui vont être importantes pour la suite, c'est-à-dire pour le moment où Viserys va mourir.
Oui, parce que j'ai oublié de le préciser en introduction parce que je préfère faire des blagues nulles, mais l'objectif de ces podcasts, c'est de vous préparer, si vous les écoutez, à la saison 2 de House of the Dragon et à ce que et vous remettre un peu en mémoire quelles sont les grandes maisons, d'où elles viennent, comment elles ont fonctionné jusque-là pour comprendre comment elles s'imbriquent dans le jeu politique de Westeros à la période particulière de la danse des dragons, qui est celle choisie pour House of the Dragon et qui du coup va prendre toute son importance dans la saison 2. Et justement, puisqu'on va commencer à parler de pendant la danse, sans trop spoiler, Nymphadora, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, Eridan en a un petit peu parlé, et en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, dans House of the Dragon, la famille est plus développée que dans les livres. Ce qui est probablement lié au fait que la famille est très télégénique et qu'on les kiffait de Game of Thrones, donc du coup ils se sont dit allez, on va inventer des personnages qui n'existent pas dans les livres. Donc en l'occurrence Lady Serra et Brett Lannister, on va croiser que Rhaenyra va croiser lors de la chasse notamment. Après c'est quand même des personnages très tertiaires, hein. C'est des figurants, on les croise. Ils sont plutôt là pour le background, pour montrer que regardez, vous êtes bien dans l'univers de Game of Thrones, il y a bien des Lannister. Et donc ces deux personnages-là en particulier, on ne sait pas du tout si on les reverra. Ceux qui sont un peu plus importants dans la danse, et qu'on a aussi vu dans la série, c'est les deux jumeaux. Donc il y a Jason. Jason, c'est le suzerain. C'est le suzerain de l'Ouest. Donc il a, a priori, on sait qu'il a des filles et pas de fils. Et donc voilà, il est marié, tout ça, machin. Et il a un jumeau qui s'appelle Thaïlande, et que lui, on a pas mal vu puisqu'il fait partie du conseil restreint de Port-Réal au moment où où le conseil restreint est gouverné par les Verts. Donc, ce qui nous fait dire que les Lannister ont suivi le parti d'Alicent et de Otto Hightower, et ils sont côté vert. A priori, plutôt par opportunisme, hein, mais parce qu'on sait que globalement, les Lannister, ils vont quand même globalement ouvrir le vent, et plutôt du côté des gens pas forcément les plus... vers les gens qui pourront leur apporter le plus d'argent et de pouvoir derrière. Donc en l'occurrence, Thaïlande, il devient grand argentier. Puisque en plus on n'a pas vraiment de flotte royale quand on est sous les verts. Voilà. Et donc tous les deux vont être a priori assez importants dans la seconde saison. On les reverra. Et je ne vais pas développer plus pour ne pas spoiler la saison 2. On peut juste préciser que c'est assez intéressant parce que du coup les deux personnages sont incarnés par le même acteur qui est Jefferson Hall, et qui du coup, on parlait du recyclage de Jamie Campbell Bower dans les pilotes qui n'ont jamais eu lieu. Lui pour le coup c'est du recyclage de la saison 1 de Game of Thrones où il venait jouer l'écuyer Arryn qui se faisait éclater dans l'enquête de Ned Stark. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne seraient pas encore au courant via les nombreux mèmes sur ce personnage et qui nous suivent que y a une petite parenté d'acteurs à ce niveau-là. Si vous avez déjà vu ce visage et que vous vous dites je l'ai déjà vu dans Game of Thrones, c'est normal, il y était. Et après la danse, du coup, Eridan, qu'est-ce qui s'y passe? Alors sans révéler le destin de ces deux personnages. Alors, ça va être compliqué de faire court, parce que Martin s'est vraiment fait plaisir sur cette partie-là, et on sent qu'il a pensé le truc et qu'il l'a beaucoup développé. Alors, dans l'immédiat de l'après-danse, on ne sait pas vraiment. Il y a des choses que je vais taire en plus, parce que ce serait donner beaucoup trop d'informations sur la danse elle-même. Les Lannister vont perdre leur lien privilégié avec les rois Targaryens a priori au bout d'un certain temps, et à nouveau ils vont retourner pas dans l'anonymat mais au moins dans leur terre à eux, et ne plus trop jouer un rôle important auprès du conseil restreint, auprès des rois Targaryens. On les retrouve du coup, comme souvent avec les grandes familles, lors des rébellions Feu Noir, où les Lannister prennent le parti de Daeron Targaryen contre Daemon Feu Noir, mais ils se font un petit peu éclater, et du coup ils passent un peu pour des minables à cette occasion. Enfin, personnellement c'est l'interprétation que j'en ai. C'est surtout la génération juste après qui va être intéressante en fait, parce que
un des puînés de Lord Lannister va devenir à son tour seigneur suzerain et va avoir une destinée assez importante et très liée avec les Targaryens. Ce puîné, c'est Gérold Lannister, Gérold le Doré, qui va être très proche des Targaryens et notamment d'Aegon V. Il va notamment, Gérold, être très important lors du Grand Conseil de 233 parce qu'a priori il utilise sa verve et son argent pour faire en sorte que Aegon V soit bel et bien reconnu comme l'héritier légitime de la couronne. Et donc par la suite, les deux familles vont être très très liées. Il faut voir de toute façon qu'avant le Grand Conseil, Gérold a très probablement des liens avec Aegon, puisque un de ses fils est l'écuyer d'Aegon, et qu'en plus de ça, le pépère Gérold, il est marié avec une femme qui est très importante, c'est Rohan Tissier. Alors, si vous n'avez pas lu les nouvelles de Dunkelhoff, vous ne savez pas qui c'est, et si vous les avez lues, peut-être que, comme moi, vous avez des petits cœurs dans les yeux, parce que Rohan Tissier, on la voit dans la deuxième nouvelle, et qu'elle est grave badass, et qu'elle est grave trop cool, et je ne développe pas plus. Mais si vous avez lu et que vous avez un peu oublié qui c'est, par contre, vous pouvez aller écouter le podcast sur Dunkelhoff, ça vous spoilera pas parce que vous en aurez déjà lu. Exactement. Après Gérold, va s'ouvrir une période un petit peu compliquée pour les Lannister. C'est son troisième fils qui va lui succéder. Ses deux fils aînés, qui étaient des chevaliers brillants et tout ce qu'on pouvait attendre de futurs seigneurs, sont décédés. Et son troisième fils, Tytos, est quelqu'un de faible, d'indécis, d'un peu nul, très honnêtement. Et Tytos, étant l'un des pires gouvernants qu'on puisse imaginer, va amener les terres de l'Ouest vers la ruine et vers des rébellions ouvertes de leurs vassaux. Notamment, les deux principaux vassaux à cette époque qui défient son autorité sont les Reines, je vais le prononcer correctement quand même, et les Tarbeck. Je rentre pas dans le détail parce que réellement ce serait trop long, mais si ça vous intéresse, je vous conseille de lire les chapitres de l'encyclopédie The World of Ice and Fire ou les origines de la saga. Tout le chapitre consacré aux Lannister, en gros, c'est vraiment l'histoire des Lannister face à la rébellion de leurs vassaux. Et Tytos ne règle pas du tout les choses, mais il a un fils, et ce fils, c'est Tywin Lannister. Et là, par contre, on rigole un petit peu moins avec Tywin Lannister. Donc déjà, dès son enfance, Tywin il va s'imposer comme quelqu'un de dur, quelqu'un de sévère, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui même n'hésitera pas à employer la violence, au point où en fait il met son père en porte-à-faux avec ses vassaux, lui aussi, et du coup, son père va l'envoyer à la cour d'Aegon V, où il va devoir servir comme échanson. Et c'est à ce moment-là que Tywin va se lier avec deux personnages très importants pour la suite, Aerys II, qui va devenir Aerys le Fol, et Stéphan Baratheon, dont on parlera plus dans le podcast Baratheon. Tywin, vers ses 20 ans, il devient chevalier et participe à la guerre des rois à 9 sous. C'est la dernière des grandes rébellions Feu Noir. Et lorsqu'il revient de cette expérience guerrière, il est l'héritier légitime des terres de l'Ouest, il est un chevalier émérite, il a des copains chevaliers avec lui, et il décide qu'il va marave les Tarbeck et les Reines. Sauf qu'il y a son père à côté qui est toujours vivant et qui dit « non, moi je suis pas trop d'accord quand même !» Et là, Tywin fait un truc assez fifou. Il lui dit « Ah non, mais toi, on ne te demande pas ton avis. Tu te tais, tu vas sauter ta maîtresse si tu veux. Mais par contre, maintenant, le gouvernement, c'est moi qui décide. » Donc Tywin va réprimer la rébellion des Tarbeck et des Reines avec la violence qu'on lui connaît, avec l'efficacité aussi qu'on lui connaît. Par la suite, environ 1 an ou 2 ans plus tard, il devient main du nouveau roi, Aerys II, parce que Aerys a confiance en lui. Grossière erreur. Et pendant des années, Tywin va servir Aerys. À cette époque-là, on peut avoir différentes interprétations de leur rapport. Bon, déjà, on va noter que Tywin est fidèle à Aerys sur toute la période, que contrairement à ses ancêtres, il accepte
d'être un serviteur auprès d'Aerys, qui ne se prive pas de le lui rappeler d'ailleurs, que Aerys l'humilie assez souvent, que ce soit justement en lui rappelant qu'il n'est qu'un serviteur en tant que main du roi, ou en faisant des blagues graveleuses sur la femme de Tywin, ce qui passe très très mal. Mais il va accepter de subir les humiliations et les déceptions, parce que peut-être il a dans l'idée qu'à un moment donné, Aerys va finir par ouvrir les yeux, et surtout, Tywin, il a une idée en tête, il a envie de marier sa fille, Cersei, à Rhaegar. Nouvelle humiliation pour lui, Tywin lui dit « Ah non, moi j'ai pas prévu ça pour mon héritier, hein, je veux un peu mieux que la fille d'un serviteur. » Ok, merci. Et surtout, au moment du grand tournoi d'Harrenhal, Aerys, qui se défie complètement de Tywin à cette époque, et qui en a une peur bleue, va nommer Jaime dans la garde royale. Et c'est le point de rupture. Jaime était l'héritier de Tywin à cette époque-là. En prenant Jaime, en le mettant dans la garde royale, Aerys vient de le priver de son héritier, et du coup, son nouvel héritier, c'est Tyrion. Tywin le vit pas bien du tout, et là il dit ouais, allez, bah c'est bon, trop c'est trop, je démissionne. Donc il abandonne la charge de main du roi, et pendant 1 an ou 2 ans, il va bouder à Castral Rock, un petit peu à la manière de Mécart. Et là-dessus éclate la rébellion de Robert Baratheon. Big up à Babar quand même, et je crois que Nympha, tu voulais réagir à ce qu'était en train de raconter Eridan. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, je voulais juste souligner, quand vous lisez le chapitre de World of Ice and Fire, d'être quand même un poil vigilant, parce que ce bouquin, donc, et c'est un bouquin qui existe dans l'univers du Trône de Fer, hein, c'est un bouquin qui a été écrit par un maître. Et en fait, le livre est écrit pour Joffrey, puis Tommen, pour le roi des Hautes Couronnes, et donc en fait il est très 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 laudateur de Tywin. On sent qu'il y a quand même un poil de biais dans les propos qui sont remportés. Bah, d'autant que l'une des sources principales du maître, c'est Pycelle, et Pycelle lui-même n'est pas un observateur très objectif quand il s'agit de Tywin Lannister, effectivement. Pour continuer du coup la petite histoire, au moment où la rébellion de Robert Baratheon éclate, Tywin va très prudemment rester en retrait. Il ne choisit aucun camp. On peut penser qu'à cette époque-là, il y a certains indices qui le montrent, en tout cas, il attend aussi un petit peu de voir si Aerys ne va pas juste revenir la queue entre les jambes pour le supplier de l'aider et de le défendre. Sauf que Aerys est trop fier pour ça. Et du coup, vers la fin de la rébellion, Tywin se dit qu'il faudrait quand même pas voir être dans le camp des perdants. Et là, il va commettre un acte très Lannister, justement, avec très peu d'honneur et avec beaucoup de mensonges. Il va se présenter devant Port-Réal avec toute son armée et faire croire à Aerys qu'il vient pour le défendre. Et là-dessus, justement, nous avons Varys qui dit au roi « c'est peut-être pas une bonne idée de lui ouvrir les portes », et à côté Pycelle, au contraire, qui lui dit « oui, Tywin est quelqu'un de fidèle et de fiable, allez-y, ouvrez-lui vos portes ». La suite, on la connaît. Port-Réal est mis à sac par l'armée Lannister. Les troupes de Tywin, guidées par Amory Lorch et... pas Sandor, bien sûr que non, Grégor Clegane, prennent d'assaut le donjon rouge et mettent à mort tout ce qu'ils trouvent. Jaime, pendant ce temps-là, tue Aerys et le pyromant qui lui servait de main du roi à ce moment. Bref, les Lannister vont s'acheter leur pardon auprès des rebelles dans le sang, ce qui va donner lieu à des choses un petit peu compliquées par la suite. Parce que d'un côté, on a Robert avec le soutien complaisant de Jon Arryn qui dit c'est légit, on a tué des enfants, on a tué une femme qui n'avait rien à voir avec le Schmilblick, Elia Martell, mais c'était la guerre, donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et à côté, on a les Martell qui déjà réclament vengeance ou justice, appelez-le comme vous voulez, et Ned Stark qui dit
Bah, moi qui suis un petit peu bouffi d'honneur, non, je suis désolé, je suis pas trop d'accord. Il y a quand même un gros problème à avoir un régicide dans la garde royale et à avoir un Tywin Lannister qui se permet de massacrer des enfants comme ça sans que ça choque personne. Au final, malheureusement, c'est le point de vue de Robert et de Jon Arryn qui va l'emporter. Et quelques temps plus tard, afin de renforcer l'alliance Lannister-Baratheon, Jon Arryn va suggérer le mariage de Robert Baratheon avec Cersei Lannister, ce qui offre au début de la saga une influence énorme et une puissance incroyable politiquement parlant aux Lannister à la cour. Je rentre pas dans la suite de la saga, bien entendu, lisez-la, regardez la série. Non, ne regardez pas la série, lisez les livres, c'est beaucoup mieux. Eh ben merci Eridan pour ce petit récapitulatif, on va dire, de l'histoire entre House of the Dragon et Game of Thrones, pour ceux qui sont plutôt séries, et entre Feu et Sang, partie 1, et Song of Ice and Fire, pour ceux qui sont plutôt bouquins, en passant au passage par les nouvelles de Dunkelhoff. Qu'est-ce qu'on a derrière en termes d'inspiration? Parce qu'on a toujours cette petite rubrique. On sait que Martin s'inspire de pas mal de choses, que ce soit sur le plan littéraire, mythologique et surtout historique. Nymphadora, je crois que le mot Shakespeare doit être prononcé quand on parle des Lannister. Totalement. Totalement. Alors, en fait, plus que Shakespeare, le premier mot qu'il faut prononcer, c'est guerre des deux roses. Les Lannister et les Stark sont des émanations des deux belligérants de la guerre des deux roses, qui sont les York et les Lancaster. D'ailleurs, rien qu'au nom, Stark, York, Lannister, Lancaster, on est dedans. Et donc c'est une inspiration dont Martin ne se cache absolument pas. Il revendique totalement l'inspiration à la guerre des deux roses. C'est une partie de l'histoire, c'est une lutte fratricide au moment de la succession des Plantagenets, une lutte pour le trône anglais qui a duré pendant une 30aine d'années, avec plein de personnalités hautes en couleur. Il y a des retournements de situation tout le temps, c'est la guerre, mais t'as des traîtres dans tous les sens, t'as des problèmes de loyauté familiale, t'as du cul, t'as de l'amour. C'est un matériel déjà de base assez intéressant, mais qui en plus a été magnifié par Shakespeare dans ses pièces historiques. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que le terme guerre des deux roses, ça vient de Shakespeare. C'est Shakespeare qui, dans ses pièces historiques, a surnommé pour la première fois la période la guerre des deux roses. Shakespeare, lui, il a fait dans ses pièces une rendition assez popcorn de la guerre des deux roses, et Martin, qui est fanat d'histoire, mais qui en plus, en tant qu'anglo-saxon basique, qui en plus a fait des études d'anglais et a étudié Shakespeare, et donc a aussi tout un imaginaire qui est beaucoup lié à la guerre des deux roses de Shakespeare, donc va encore plus s'inspirer de cette période, et de cette période telle qu'elle est racontée. Alors notamment, on peut souligner un énorme parallèle entre Tyrion Lannister et Richard III, donc le héros de la pièce Richard III. Il y a même certains discours de Tyrion qui sont vraiment des échos complètement directs au dialogue de la pièce. Alors, on trouve aussi des échos de Richard III dans d'autres personnages de la saga, typiquement Stannis a aussi un petit côté Richard III par certains aspects. Mais donc, voilà, en tout cas, les pièces historiques de Shakespeare, donc Richard III en premier lieu, mais tous ces Henry, enfin voilà, c'est vraiment la base de la base quand on parle des inspirations Lannister. Alors, il y a aussi un peu de Maurice Druon et des rois maudits, avec notamment Cersei Lannister qui rappelle un peu Isabelle de France, donc la Louve de France. Mais typiquement, Cersei, elle a aussi beaucoup d'aspects de Lady Macbeth. Elle aussi, c'est aussi un personnage très shakespearien. On peut aussi citer dans les inspirations Lannister, toutefois,
quand on parle de Cersei, donc sa marche de la honte, un épisode pour le coup largement postérieur à la garde de Rose, mais qui est la marche de la honte de Jane Shore, qui était la maîtresse d'Édouard IV et qui donc a suivi une marche de la honte. Et Martin s'est directement inspiré de cet épisode pour l'épisode que vit Cersei. Sinon, non, après, dans les petites inspirations, on peut aussi noter que Martin revendique le fait que quand il visualise Cathedral Rock, il imagine le rocher de Gibraltar. Donc, je vous invite à aller sur Google et visualiser le rocher de Gibraltar pour plus de visuels. Mais en tout cas, c'était clairement ce qui avait été choisi pour les visuels qui allaient être faits justement de la série Blood Moon, qui devait se passer à Cathedral Rock. Et pour le coup, si vous avez vu les visuels, il y avait quelque chose de très antiquité méditerranéenne qui avait été choisi aussi et qui du coup s'accordait bien avec ce type de visuel. Après, vous avez aussi un peu du comte de Warwick dans Tywin Lannister, donc qui est Richard Neville, qui était comte de Warwick et qui est aussi surnommé le faiseur de rois. Aussi une autre inspiration de House of the Dragon, mais pas que. Il aime bien ça quand même. Ouais, il aime. C'est-à-dire que Martin, il tourne un peu en boucle sur certaines de ses inspirations, et il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la période de la guerre des deux roses, et toute la période Plantagenet, toute la période. C'est vraiment une de ses très, 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 très grosses inspirations. Donc, Tywin reprend énormément de la personnalité de Warwick telle que décrite par Shakespeare. Moi, j'ai juste un autre petit truc à ajouter pour ceux qui connaissent Feu et Sang et qui voient un peu de quoi je vais parler. Je pense qu'il y a une autre inspiration chez un Lannister, précisément, qu'on entreverra peut-être dans House of the Dragon, donc je vais pas trop développer. Mais on sait que Martin aime bien Alexandre Dumas. Et donc, par conséquent, j'ai un peu pensé au vicomte de Bragelonne concernant le destin d'un des personnages. Et c'est un destin qui est également partagé par un roi de Jérusalem qu'on appelle Baudouin IV, que vous pouvez croiser dans Kingdom of Heaven. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, sachant que Martin avait visité les décors de Kingdom of Heaven où une partie de Game of Thrones a été tournée. Et je pense que ça doit être le genre de film qu'il aime bien de base, même si je n'ai pas trouvé de citation où il pouvait encenser le film. Voilà. Et si vous voyez de quel personnage je parle, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, j'en dirai pas plus. On va rester sur du théorique, puisque j'ai pas de preuve de ce que j'avance, je me contente de formuler des hypothèses. Eridan, petit point de théorie sur les Lannister. Alors, pour les Lannister, comme c'est une famille qui est un peu omniprésente, effectivement, on a tout un panel de théories les concernant. On n'en a pas juste une, on en a plusieurs. Et on les a un peu formalisés en 2020 sur le blog de la Garde de Nuit sous le titre « Les mensonges Lannister », parce que quand même l'une des choses qui revient beaucoup avec les Lannister, c'est que ce sont des menteurs. Du coup, c'est une série de 5 articles. Vous avez d'abord l'énigme du Valonqar, c'est-à-dire un article où on se demande un petit peu ce Valonqar qui est prophétisé à Cersei Lannister dans les livres, qui est-ce que ça peut bien être? Est-ce que c'est forcément Tyrion, ce petit frère qui va serrer sa gorge avec ses mains? Est-ce que c'est vraiment Tyrion ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Ensuite, on a un article sur la mort de Melara Cuyêtre. C'est un petit mystère que Martin a glissé dans les 2 dernières intégrales publiées, la 4 et la 5, et qui est assez intéressant parce que les éléments sont répartis dans les différents chapitres et sur le moment on peut ne pas comprendre l'importance de la mort de cette jeune fille qui était l'une des compagnes de Cersei Lannister dans son enfance. Je me permets juste de préciser que la mort de Melara Cuyêtre existe en format podcast pour ceux qui préféreraient ce format-là. Ça a été enregistré par Werther au cours des épisodes de La Chandelle de Verre qu'on a publié l'année dernière. Et pour ceux qui le souhaiteraient, je tiens à préciser aussi que c'est un très bon tuto de comment Martin dissimule des éléments dans les intrigues qui, une fois rassemblés, donnent une autre histoire, quoi. Voilà.
Oui, c'est un très bon article. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, bien entendu. Euh, Ensuite, l'article suivant, c'était chez Chataya, jeu de main, jeu de vilain. Alors, c'est là encore un article assez intéressant puisque on réunit des éléments éparses pour monter cette théorie qui ne dit rien de plus ni de moins que Tywin Lannister va aux putes, concrètement. Voilà, je suis désolé de le dire de manière aussi crûment, mais de toute façon, ce qu'on découvre dans la 3e intégrale, à savoir qu'il a couché avec Shae, et c'est en fait assez cohérent avec d'autres petits indices qu'on avait, et on se rend compte que Tywin a probablement fréquenté le bordel chez Chataya longtemps avant que Tyrion ne s'y rende lui-même, une fois devenu main du roi. Le 4e article, c'est l'article, le fameux Tyrion, lion ou dragon, où on se demande, mais Tyrion est-il vraiment un Lannister? Ou ne serait-ce pas plutôt un Targaryen déguisé? Est-ce que Tywin est vraiment son père? Ou est-ce que, par hasard, il ne serait pas plutôt le fils d'Aerys II, Aerys le roi fou? Bon, il y a tout un tas d'éléments dans un sens, tout un tas d'éléments dans l'autre sens. Là, vraiment, c'est une théorie qui est extrêmement ouverte. Quand on en a parlé à Martin, a priori, il s'en est amusé. Donc, est-ce que lui-même, il est conscient qu'il a ouvert cette porte-là, ou est-ce que, au contraire, il essaye de cacher le fait que dans de futurs tomes, il va faire d'autres révélations qui iront dans ce sens? Est-ce que depuis qu'on lui en a parlé, il n'a pas justement fait exprès de glisser des éléments pour nous mettre le doute? Moi, je dirais que cette possibilité-là est très probable vu ce qu'il a écrit dans Feu et Sang. Bon, bref, je vous laisse découvrir, je vous laisse lire. Le dernier article de cette série, c'est un article justement sur le sac de Port-Réal, avec Elia et ses enfants dans les griffes du lion Lannister. C'était écrit par Nymphadora, et elle s'interrogeait sur les raisons profondes qui ont amené à la mort d'Elia et de ses enfants. Est-ce que c'est réellement un accident, comme Tywin va le dire, un accident qui est simplement lié à la brutalité, à la bestialité de Gregor Clegane et Amory Lorch? Ou est-ce que ça révélerait plutôt d'un mépris systémique de la part de Tywin vis-à-vis surtout des femmes? Et est-ce que ça ne traduirait pas justement le fait que Tywin est un personnage qui n'hésite pas à recourir à la violence, mais qu'il s'en donne d'autant plus à cœur joie lorsqu'il s'agit de femmes qui ont osé défier sa maison? On rappellera que Elia avait quand même réussi à se marier, enfin réussi, c'est pas le cas choisi, mais Elia avait quand même été mariée à Rhaegar Targaryen, c'est elle qui avait donné naissance aux héritiers du trône de fer, alors que Tywin aurait voulu que ce soit sa fille à lui qui se marie à Rhaegar. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour les théories, monsieur Eridan? Je crois qu'on a fait le tour. Après, il en existe d'autres, mais qui n'ont pas forcément été formalisés sur le blog, qui sont des fois un peu plus obscurs, donc on va pas rentrer dedans. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite tout simplement à rejoindre le forum et à venir voir les conversations de nos membres sur les différents membres de la famille Lannister, tout simplement. Eh ben justement, puisqu'on parle des différents membres de la famille Lannister, il est temps de passer à la catégorie que vous préférez tous, finalement. C'est qui est le Lannister que vous aimez d'amour? Nymphadora, quel est le Lannister ou la Lannister que tu aimes d'amour? Alors, mon préf, c'est quand même Tyrion, parce que forcément, c'est la réponse ultra facile pour tout le monde. Mais du coup, je suis en dehors des ultra connus. J'ai une petite préf, c'est Jaina Lannister, c'est la petite sœur de Tywin. Et elle me fait trop rire. Elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est géniale. Elle est hyper intelligente, elle est super vive et elle est super directe. Et elle a tout le temps des petits commentaires salaces. Elle est vraiment, mais elle est géniale. Elle est truculente. Exactement. Ouais. Elle est truculente. Elle est géniale. C'est un personnage qui apparaît dans la 4e intégrale quand Jaime est sommé par Cersei d'aller lever le siège de Vivzeg, pour le coup.
Et j'en profite tant que j'y suis, puisque... Ah, Eridan, j'ai dit une bêtise. Non, au contraire. Moi, je voulais juste rajouter que Jenna est l'une des rares personnes qui dit qu'elle aime Tywin, et rien que pour ça, je la trouve aussi un peu trop forte, effectivement. Et tant qu'on est par là-bas, moi je vais en profiter pour donner le mien de Lannister préféré, puisqu'il s'agit de Daven Lannister, qui pour le coup est un personnage dont on entend un peu parler en périphérie pendant les premières intégrales, mais qui prend de l'importance à ce moment-là. C'est le Lannister qui refuse de se couper les cheveux et la barbe tant qu'il n'aura pas libéré son père, si je dis pas de bêtises. Et par conséquent, ça fait partie de ces Lannister en fait qui sont un peu moins guindés que les trois qu'on connaît principalement, les quatre on va dire qu'on connaît principalement. Et je trouve que ça fait du bien dans le paysage de cette famille qui a l'air d'être toujours dans la manipulation, dans la retenue aussi, d'avoir Jenna et Daven d'un coup, ça fait une petite bouffée d'air frais et on se dit hey, des Lannister sympas, c'est cool. Enfin, voilà. Et toi, Eridan? Moi j'allais partir comme Nympha sur l'évidence, enfin Tyrion évidemment. Hein, Je dois dire que j'aime beaucoup Jaime post-amputation aussi quand même. Version Ned Stark de Jaime, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Si je devais aller chercher un personnage un peu moins connu du coup, à part Jenna et Daven qui ont toute ma sympathie, moi je pense à Thaïlande. Parce que justement, je trouve que Thaïlande reprend beaucoup de caractéristiques de Tyrion, en plus discret, en un petit peu moins... Enfin, bon, ses propres handicaps se voient un petit peu moins que Tyrion qui a un handicap physique, mais... avec le temps, il va finir par en avoir lui aussi des sacrés, des handicaps, et son parcours me plaît beaucoup, ce qu'il devient après la danse notamment, me plaît beaucoup, donc voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais aller dans Feu et Sang pour mon personnage préféré, pour mon Lannister que j'aime d'amour. Tywin Lannister, c'est mon préf, je pense. Vous avez quelque chose à rajouter ou je passe à la conclue? C'est tout pour moi. Ok. C'est bon pour moi. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et la prochaine fois on fera un petit changement de place puisque c'est Babar qui remplacera Nymphadora pour venir causer des Baratheons. D'ici là, dites-nous qui est votre Lannister préféré, est-ce que vous êtes plutôt Tywin need the no to win against the no, ou il y a du soleil et Johanna, Lala, dire la dada. Que vous ayez la réponse à cette question ou non, n'hésitez pas à nous mettre des petits emojis pognon et lionceau en commentaire de ce podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous soutenir via le Hello Asso de la garde de nuit. Tout est évidemment en description. On espère que vous vous portez bien, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez, et on vous dit à très bientôt sur le mur. Ciao ciao.